à tous, l'after est là jusqu'à minuit en direct, comme tous les soirs bien sûr, l'after sur RMC, l'after sur BFM Sport, l'after sur rmcsport.fr comme tous les soirs, vous savez comment faire, vous allez sur notre page web, vous cliquez sur regarder BFM Sport et vous avez le son et l'image. La Ligue 1 ce soir, alors donc le PSG qui gagne 2-1 face à Lille, tout s'est passé dans la fin de match, le PSG a dominé le match globalement, boulette d'Areola un partout et but de Lucas 2-1, victoire du PSG. Un peu plus tôt dans l'après-midi, Monaco, le leader, a gagné à Montpellier 2-1. On va aussi reparler de ce match. Et Bordeaux est allé gagner à Caen 4-0. Il y avait également pas mal de matchs de Ligue 2. Ce soir, je vous donnerai les résultats dans quelques minutes, juste après avoir accueilli Daniel Riolo. Daniel, bonsoir. Bonsoir les amis. Et Jérôme Rotten. Jérôme, bonsoir. Salut à tous. Les gars, le 32-16 est ouvert. Le hashtag RMC Live est ouvert sur Twitter, bien sûr, pour débattre. Mais vous le savez, dans le monde du foot, l'important, c'est les 3 points. On y va. Jingle. Le plus important, c'est 3 points. L'important, c'est l'essentiel. Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Quels sont vos 3 points de débat, les gars? On vous écoute. Tiens, Daniel, pour démarrer. Mon premier point, c'est que selon moi, même si ça a bien tourné pour le PSG, je crois que globalement, le PSG doit mieux faire que se retrouver en difficulté sur un match comme ça, même s'il y a plein de circonstances qui peuvent expliquer la répétition des matchs, la Ligue des Champions qui arrive, ça peut s'expliquer par les circonstances, mais néanmoins je pense que le PSG doit mieux faire. Mon deuxième point, il concerne le match de 19h, donc ce que j'ai vu de Monaco. Que j'ai trouvé assez limite, qui a, on va dire, assuré le minimum. Et mon troisième point, c'est Bordeaux, dont on parle très peu. Mais il y a quelques semaines, je disais que sur la deuxième partie de saison, il faudrait les regarder de près, parce que je pense que Gourvenec a pris les choses en main maintenant, et ils sont dans une très bonne spirale en championnat. Et donc, j'avais envie d'évoquer la forme actuelle de Bordeaux. Voilà. Mes 3 points rapides. Synthétique, efficace. Jérôme, je sais faire pareil, j'ai l'impression là. J'ai mis le PSG décevant parce que à travers le résultat qui est arrivé sur le tard, et on reviendra sur le but hors jeu de Lucas. Mais bon, un PSG. On va voir jouer le Quilou dans quelques instants. Un PSG qui est pas au niveau mode Ligue des Champions, voire mode leader de Ligue 1. Après, je voulais ressortir un joueur qui heureusement a éclairé un peu le match, c'est Di Maria, parce que je lui ai souvent tapé dessus, mais je trouve que là il était bien dans le rythme et c'était bien le seul malheureusement. Et puis le troisième point, j'aurais pu parler de Monaco aussi, qui a eu 2 mi-temps mitigés, mais je voulais parler de Lille parce que voilà, j'ai mis Lille, quelle tristesse. Parce que proposer un tel spectacle, c'est pas possible, quoi. Et je me dis que je veux bien que le Paris Saint-Germain soit une grosse équipe qu'il faut défendre, que l'accumulation de matchs fait que t'as des joies à faire. T'as déjà fait un hold-up à Lyon il y a quelques semaines où ils ont gagné, mais ça peut pas marcher à tous les coups déjà, et ça a failli fonctionner parce qu'ils ont failli arracher un point. Mais franchement, quand tu vois les joueurs de Lille, alors je les connais pas tous parce qu'il y en a qui viennent d'arriver, mais il y a des joueurs qui techniquement tu sens qu'il y a quelque chose. T'es pas obligé de faire ça. Alors, on va détailler ça. Je vais te dire, moi j'aime bien une équipe qui vient avec de telles intentions. Je sais pas si Lucas est hors jeu techniquement, mais franchement je suis content qu'il soit puni. Ah oui, moi je suis content qu'il soit puni. Les équipes qui font ça, moi je suis content qu'elles se prennent une porte dans la gueule. Voilà. Daniel, on va accueillir Joël Quilou dans quelques secondes. Je vous donne vite mes 3 points au préalable. Moi, j'ai mis en premier Areola parce que le pauvre, il est en train de prendre le chemin d'Apoula Edel. Non, il est en train de prendre le chemin de Christophe Revaux. Parce que Christophe Revaux était un très bon gardien. Bon, oui, parce qu'Apoula Edel, lui, n'a jamais été un bon gardien, en fait, au final. Il y a un autre. Non, lui, on n'attendait rien de lui. On n'a jamais rien attendu de lui. On va rentrer dans les détails parce que peut-être que finalement, Areola, indirectement, paye aussi dans ses performances la gestion d'Emery des gardiens. Ouais, bon, c'est la faute sur les. Ça va. Quand t'as un ballon en retrait que tu caques comme ça, il y a pas. Laisse-moi donner mes 3 points et après on détaillera. C'est un joueur professionnel. 4-2-3-1. Donc c'était le système du début. Bon, finalement on a vu que c'est à partir du moment où ça a changé que ça a été mieux. Et puis Monaco moins bien. On y reviendra. Il y a eu quand même pas mal de trucs à Monaco. Alors, il est blessé. On attend de savoir ce qui va se passer parce que Sidibé, attention, inquiétude. Blessure aux adducteurs. Alors vous allez me dire le match contre Manchester City par exemple, c'est le 21. Donc il y a une petite il y a un petit temps, mais bon. Sidibé, c'est un très bon joueur, mais c'est pas non plus le poste clé si monégasque. C'était Bernardo Silva, tu vois, c'est plus inquiétant, plus problématique. Bon, Joël Quignou est là. Joël, bonsoir.
Bonsoir Gilbert. Salut, Alors Bonsoir Joël, Daniel. tu es dans Bonsoir l'after, Jérôme. je rappelle, pour ceux qui ne suivent oui, je suis pas content d'être les dans matchs l'after. sur RMC, que Joël est notre arbitre radio, que Joël, évidemment, est totalement incontestable dans le monde de l'arbitrage puisqu'il est le co-recordman du nombre de matchs arbitrés en Coupe du Monde. Non mais il faut le rappeler quand même. Et qu'on a besoin d'une leçon. Et qu'on a ce soir. besoin d'une leçon. Et que tu as surtout besoin qu'on a besoin que tu expliques au plus grand nombre si le but de Lucas était valable ou pas valable. D'accord. Alors, c'est intéressant parce que c'est la différence entre la position de hors-jeu actif et passif. Au départ, c'est Matuidi qui frappe. Non, c'est Cavani pour qui que frappe. les auditeurs puissent comprendre. Non, au départ, c'est Matuidi qui frappe. Ah pardon, la toute première, Là, c'est Matuidi. Ah oui. D'accord. Oui, mais c'est important de Oui, le oui, dire. c'est ça qui est important. Parce que à cet instant-là, Lucas est effectivement en position de hors-jeu, mais il ne fait pas action de jeu. Il est statique, il ne rentre pas dans le jeu, donc il n'influence pas le jeu. C'est normal que l'arbitre assistant ne le signale pas. Le ballon est intercepté par Cavani. Et à cet instant, à ce deuxième instant, Cavani frappe à nouveau. Et au moment de la frappe de Cavani, Lucas est toujours en position de hors-jeu. Passif. Mais Non, mais passif. Mais le ballon est intercepté par Enyama, le portier lillois, qui redonne et qui transmet le ballon à Lucas. Et forcément, à cet instant-là, Lucas profite de sa position de hors-jeu. Et le hors-jeu, donc, doit être effectivement sanctionné. À ce moment-là, le hors-jeu passif devient un hors-jeu actif parce que il participe et il profite de sa position de hors-jeu pour intercepter le ballon. Donc, à cet instant, Lucas doit être sanctionné hors-jeu. Par contre, si Cavani avait marqué directement dans les buts, bien sûr, à cet instant, le but aurait été validé. Alors, attends, point complet. Parce qu'il y a beaucoup de tweets là sur le thème. Oui, mais c'est Enyama qui remet Lucas en jeu. Rappelle-nous cette règle quand un défenseur transmet le ballon. C'est le gardien qui remet en jeu. Donc le gardien de but qui remet en jeu l'attaquant. Voilà, il transmet vers l'attaquant parce qu'il est en position de hors-jeu au départ. Il profite de sa position de hors-jeu pour participer au jeu et pour marquer, donc il est tout à fait normal que... Attends, parce que tu viens de dire que le gardien, en la touchant, transmet au mec qui est hors jeu, donc ça, c'est pour être clair. Ça change rien, le fait que le gardien la dévie, ça change rien? Non, parce que là, comment dirais-je, la participation devient active. C'est-à-dire que Lucas profite de sa position de hors-jeu pour conclure, marquer. pour finir l'action. Que... Pour mettre le ballon dedans. Voilà, c'est bon. Donc ce but aurait normalement dû être refusé. On a une erreur, l'arbitre assistant a mal vu. Ce qu'on doit deux fois retenir de la démonstration de Joël. Okay. Joël, merci beaucoup. Voilà. Merci Joël pour la leçon. Merci. Et bonne soirée, Bonne à très soirée. vite. Alors, je détaille juste ce que je voulais dire sur Areola. Areola, moi ça me fait un peu mal au cœur pour ce gars-là parce qu'on ça fait mal au Il cœur. n'y a pas à avoir mal au cœur. Non, je regarde des matchs de foot, quoi. Moi, je te dis que ça me fait mal au cœur pour ce gars-là. Il n'y a pas de circonstances Que ça soit exceptionnelles. l'un ou un autre, de toute façon, c'est jamais agréable de voir un joueur comme ça. On est joueur professionnel. Mais non, mais très bien. On l'a vu faire des bons matchs. Non, mais tu sens qu'en fait, il y a un truc qui s'est brisé psychologiquement. C'est-à-dire que le type, il a une espèce de doute permanent dans tout ce qu'il fait. D'ailleurs, tu vois que derrière, Ah bah là, il y a plus de gardien au PSG, là. D'ailleurs, derrière, il y a une sortie. Il y a Depréville de nouveau qui se retrouve dans la surface. Il fait une sortie. Tu sens que le mec, il fallait plus qu'il touche un ballon. Alors, pourquoi est-ce que je te parle de la gestion des gardiens? Parce que on ne sait pas exactement en fait quel est le discours. On n'est pas dans le. Le discours, il me paraît plus clair. On ne sait pas quel est le discours qu'a eu Emery auprès des deux gars. Il avait Trapp en championnat. Tout à coup, il lance Areola contre Arsenal, qui n'avait pas joué dans le match précédent. Déjà, c'est un truc qui, en Ligue des Champions, on n'est pas habitué à voir ça. Il sort d'une grosse saison, Areola. Il sort d'une grosse saison avec Villarreal, même si à la fin Villarreal il jouait plus. Il jouait plus. Ça tournait. Après, on a l'impression que le PSG a recruté un crack. Alors voilà. Non, mais après, Daniel, ce que je veux dire, c'est que il est dans une période de moins bien. Ouais, mais il faut pas non plus remettre en question la qualité du gardien. Qui est le responsable. Landreau au PSG, par rapport à ce qu'il avait fait avant dans sa carrière, il s'est déchiré complètement. Voilà. Écoute, on ne saura jamais, mais si le discours d'Emery avait été, tiens, toi t'es un, toi t'es deux,
quand l'un est blessé, l'autre joue, ou toi tu joues les coupes, toi pas. Oui. Est-ce que psychologiquement, dans la tête de ces deux gars, qui doivent quand même vivre quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de vivre, Gilbert, on peut se poser la question. Ce sont des joueurs professionnels. Là, tu rejettes ça, mais on peut se poser la question. Oui, je rejette ça, parce que ce sont des joueurs professionnels, et que s'ils ne peuvent pas subir ce genre d'événements, même s'ils ne sont pas habitués à ça, eh bien, ils changent de club. Parce que quand on te fait une passe en retrait, même si c'est dans ton match du dimanche matin, tu fais une passe en retrait à Jean-Louis qui prend un but comme ça, même si psychologiquement il a appris qu'à la dernière minute qu'il devait jouer, je pense que tu vas lui dire que tu as fait une sacrée boulette, mon vieux, quand même, tu vois. Donc c'est une sacrée boulette, et le problème c'est qu'Areola, c'est une passoire depuis maintenant plusieurs semaines, et qu'il faut le dire, et qu'on n'est pas là pour jouer les assistantes sociales. Quand il partira exactement comme Reveau à l'époque, eh bien on dira, oui, malheureusement, avec du recul, tu prendras du recul et tu diras, oui, il avait mal vécu la situation. Oui, ça a été dur d'arriver dans ce club-là. Oui, ça a été dur dans cette exigence-là parce qu'il y a deux gardiens. Oui, le discours. Oui, ça a peut-être été dur dans cette gestion des gardiens-là. Peut-être que tu as pas supporté la façon de gérer, mais dans le présent, le mec est un professionnel. Sur un ballon en retrait comme ça, il n'a pas à faire ce qu'il fait. Il n'a pas à avoir ce dilettantisme. Et je vais te dire plus grave, c'est que ce dilettantisme, cette nonchalance, elle frappe au PSG, et ça fait longtemps que ça dure. Le petit groupe de joueurs français, ce sont toujours les mêmes. C'est toujours le même petit groupe, la petite bande. Ils sont tous comme ça et ils ont du mal avec ça. Aurier, Kurzawa, Rabiot, Areola, cette petite bande a du mal. Les autres peuvent avoir des trous de performance, mais eux, c'est de la suffisance, de la nonchalance, et c'est répété. Et ça fait des années que ça dure. Tu vas loin. C'est mon avis. Si je vais trop loin, vous n'êtes pas d'accord? Non, mais tu vas loin parce que tu mets tout le monde dans le même sac. C'est un groupe parce que c'est un groupe. Écoute, même si t'as joué au football quand même, à n'importe quel niveau, ce que je peux te dire, tu peux comprendre qu'il y a une différence entre le poste de gardien de but, le poste de buteur, le poste des tireurs de coups de pied arrêtés et les autres. On est d'accord. Ouais. Donc ces joueurs-là sont mis en avant. Ils sont dans la lumière. Ce que je veux dire, c'est que la moindre erreur de ces joueurs-là, tout de suite, ils sont fautifs. On est d'accord. Donc on leur saute dessus. Areola, mine de rien, alors vous pouvez me dire qu'il a moins joué en fin de saison à Villarreal, c'est vrai, mais bon, il y avait aussi le fait qu'il allait repartir au Paris Saint-Germain. Donc les dirigeants de Villarreal, ils sont pas très cons non plus. Ils se sont dit, on va plutôt mettre notre gardien qui va rester avec nous plutôt qu'un gardien qui va partir en fin d'année. Donc il y a cette stratégie-là. Les matchs qu'il a fait et les échos qu'on a, et Fred Hermel peut le confirmer, il a fait une très belle saison. D'accord. Donc il arrive là. Il arrive là. Il est en concurrence. Alors la gestion au départ, je pense que la gestion d'Emery a joué psychologiquement dans la tête des deux gardiens, que ça soit Trapp ou Areola. C'était pas très clair. Après, très clairement, il a mis Areola numéro 1. C'est lui qui jouait tous les matchs. Il a mis du temps avant de le sortir parce qu'il était moins bien. Et tout ça explique une boulette comme celle de ce soir. Non, c'est formidable. Non, mais il fait une boulette. Mais maintenant, il faut pas tout confondre. Tu dis, c'est pas la seule. Non, mais Daniel, il en a fait 1000. Daniel, les joueurs de foot, ce sont pas des surhommes, et il y a des périodes. Il en a fait 1000. Il y a des périodes. Non, mais Jérôme, si c'est un autre gardien, tu le fracasses. Mais pas du tout. Il y a des périodes où t'es moins bien. Tu le fracasses. Di Maria, tu l'as fracassé en deux. Mais oui. Et Areola, qui ne fait que des bourdes, tu ne dis rien sur lui. Je suis pas en train. Je ne comprends pas. Je suis pas en train de te dire qu'il faut continuer avec lui. Aujourd'hui, ils ont pas le choix. Mais non. De là à dire que c'est une passoire, comme Di Maria, j'ai jamais dit que c'est un mauvais joueur. Moi, je te dis, je vais plus loin. Je vais plus loin. Je te dis qu'il y a un joueur qui est un exemple. Il s'appelle Hatem Ben Arfa. Lui, il a vraiment galéré au début de la saison. Ça a été très dur pour lui. Avec campagne médiatique en sa faveur, l'entraîneur qui le fait pas jouer, il s'est fait même un petit peu latter la gueule par le groupe en se disant mais quel est ce mec-là, le salaire énorme qu'on lui a donné, il bosse pas bien et tout. Le mec, il a fermé sa gueule. On a tous été durs avec lui. Mais lui, moi, je n'attends qu'une chose, c'est de pouvoir changer d'avis. Pouvoir me dire putain Hatem, t'as bossé, t'es en train de gagner ta place, t'as une attitude exemplaire. Mais pourquoi lui, il n'a pas une attitude exemplaire? Non, parce que ce petit groupe-là de je m'en foutiste, composé d'Aurier, Rabiot, Kurzawa, c'est une impression que ça. C'est pas une impression. Trapp, par ailleurs. Pour ceux qui connaissent la vie du groupe, je te dis c'est une petite bande. Mais moi, je les connais aussi. J'en connais certains. Ben oui, vos micros sont coupés, donc taisez-vous. Trapp, pour l'info, pour finir sur le dossier des gardiens, s'entraîne à nouveau correctement, pas complètement à 100%. Le match contre le Barça, il est dans une semaine.
Donc on peut raisonnablement penser que Trapp peut peut-être même jouer dès vendredi. De toute façon, il est faible, Areola. Voilà. Psychologiquement, et voilà, c'est énorme. Là, par contre, au niveau du gardien, c'est sûr qu'ils ont, même si c'est pas vendredi, il faut absolument que Trapp aujourd'hui se remette dans le bain pour mardi soir. Mais Areola, il est trop faible psychologiquement. Tu vas même rechercher Mike Maignan à Lille. Mais non, mais psychologiquement, il est dans le trou. Il est pas dans l'excès, Daniel. Non, mais Areola, il est très faible psychologiquement. Qui est toujours dans les parages. Il est tellement faible. Il rassure tellement pas. D'accord, mais que ça peut être très dangereux. Non, mais aujourd'hui, je suis d'accord avec toi, et c'est un engrenage. Maintenant, après, il faut arrêter de comparer avec Landreau. Ça s'est passé comme ça avec Revo, parce que c'est un jeune gardien, mine de rien, Areola. À 22, 23 ans. Quand il est arrivé, il s'est déchiré. Je sais pas quel âge il avait. Il avait pas 22 ans, 23 ans quand il est arrivé. Il sortait pas du centre de formation de Paris. C'était pas son rêve de jouer au Paris Saint-Germain. Revo, c'était pas son rêve. Ah, écoute, tu plaisantes ou quoi? Oui, peut-être un rêve lointain. Non, si, je connais l'histoire de Revo, t'en fais pas. Écoute, je te jure, c'était ce qu'il voulait, c'était être au PSG. Il a pas réussi à vivre le truc. Sauf qu'Areola, il sort du centre de formation. Il y en a plein au PSG qui ont vécu ça. Et pour finir là-dessus, ce que je veux dire, moi, je suis aussi bien placé pour le juger. Je l'ai vu arriver. Alors, c'est sûr qu'on passe un cap, on progresse avec l'âge et tout ça, si tu veux. Mais à 16 ans, c'était un monstre déjà. Voilà. Et c'est pas le cas de tous les gardiens. Moi, je suis pas en train de te dire qu'il sera pas bon. On accueille Charles. Peut-être il retrouvera son niveau. On accueille Charles. Mais là, on est d'accord. Au 32-16. Charles, bonsoir. Bonsoir Gilbert, bonsoir Jérôme. Salut Charles. Bon, sur ce débat gardien, qu'est-ce que tu as à nous dire, et ensuite on passe au dossier suivant. Alors le débat gardien, c'était mon 3e point, mais moi j'avais déjà marqué que Alphonse qui nous coûte 2 points. Heureusement, la fin de match me fait mentir. Mais il en a coûté 2 contre Monaco. Oui, mais de là à dire que c'est une passoire, Daniel. Oui, évidemment, on n'a pas. Là, en ce moment. On n'a pas la même vision parce que c'est un gardien qui est formé au club, parce que c'est un Parisien. Donc forcément, en tant que supporter parisien, même si Jérôme ne peut pas se déclarer en tant que supporter parisien, il aime quand même un peu ce club, je le pense. Moi, je vous laisse à votre indulgence alors, parce que ça sert à rien l'indulgence, tu sais, dans la vie. Non mais il y a rien de pire que l'indulgence dans la vie. Laissez finir Charles, s'il vous plaît. Bref, et bon, Alphonse, c'est pas le problème, c'est pas que ce soit une passoire. Je pense que c'est tu l'as dit, c'est mental. Plus que technique, je veux dire, c'est pas un mauvais gardien, c'est juste que mentalement, il est pas là, quoi. Je veux dire, on le voit, mentalement, même si le groupe essaie de pas le lâcher, on l'a vu, ils sont venus, ils ont essayé de le rassurer, mais mentalement, il a l'air complètement atteint, quoi. Et donc, c'est un vrai problème, je suis d'accord que c'est un vrai problème, mais on peut pas le jeter en pâture comme ça. Allez, dossier suivant, alors. Alors, dossier suivant. C'était un point. Est-ce qu'on parle du 4-2-3-1? Ouais, c'était un point de Gilbert, le 4-2-3-1, qui était un bon message envoyé par Unai Emery aux joueurs, je trouve, de jouer 60 minutes comme ça. Daniel l'a appelé de ses vœux pendant 2 semaines la semaine dernière. Il en a marre du 4-3-3. Et ben moi, je trouve qu'on a vu autre chose ce soir. Avec Ben Arfa en 10 qui a fait du Ben Arfa, il a un peu croqué, mais il a quand même pas été mauvais. Et moi, je trouve que c'est un bon système. Mais bon, les faits de jeu me donnent pas raison. C'est sûr qu'on revient en 4-3-3 à la 60e et on finit par gagner. Mais bon. Mais non, Charles, pas du tout. Les faits de jeu ne te donnent pas tort du tout. Mais non, tu analyses mal le truc. Dans le match précédent, ils ont démarré en 4-3-3, ça allait pas. Ils ont changé en cours de route pour passer au 4-2-3-1. Ils ont surtout changé de joueur et ça a marché. Là, ce qui a marché surtout, c'est la rentrée de nouveaux joueurs, de fraîcheur. C'est pas, tu joues pas aux dames, hein. C'est pas parce que tu changes le mec, tu l'enlèves et hop, finalement c'est le 4-3-3 qui marche mieux parce que le 4-2-3 marchait pas. Il se trouve que les Lillois ont tellement bétonné avec leur autobus, je sais même plus combien ils étaient derrière, si c'était 8, 9, 10 qu'ils étaient derrière. Au fur et à mesure que le match avance, tu relâches un peu les distances de marquage, tu finis par te fatiguer, tu fais rentrer un joueur neuf, un Lucas qui va avoir un peu plus de jambes et tu vas les pousser à la faute. C'est pas forcément obligatoirement le changement de système exactement comme samedi à Dijon. C'est aussi parce que tu as mis des joueurs offensifs de plus qu'on provoqué, et également parce que Dijon s'est un petit peu fatigué au fur et à mesure que le match est passé. C'est pas forcément ça qui te donne tort sur l'analyse. Voyons, ça n'a rien à voir là, vraiment. En fait, Daniel, Charles, donc limite Daniel t'engueule parce que tu as raison. Non, oui, mais j'engueule Charles parce qu'il faut pas se tromper à croire sans arrêt qu'on joue aux dames et que c'est parce que tu as un système qui est écrit sur le papier. Non, c'est aussi la façon dont bougent les joueurs et la fraîcheur des mecs qui entrent en cours de jeu. De toute façon, le tableau. Et la défense qui se fatigue parce qu'elle n'a fait que défendre, On est d'accord que le 4-3-3 peut se transformer plein de façons et que des fois, même en 4-3-3, tu peux finir en 4-4-2. Ce que je veux dire, ça dépend du mouvement des joueurs. Après, moi, où là, c'est un bon signe, c'est déjà
bien qu'il parte dans cette de nouveau de jouer en 4-4-2, on va dire, pour aller plus simple, et de se rendre compte aussi changer en cours de route, qu'il y ait des variantes, et de se rendre compte, moi ce que j'ai aimé, alors oui il y a eu des problèmes, et c'est jamais facile de jouer face à une défense comme ça, ou comme dit Daniel, ils sont à 9 voire 10 derrière, et pour autant il y a eu beaucoup de centres. C'est très compliqué. Alors très compliqué. C'est très dur, mais il y a des éléments quand même à pas négliger. Le match de Drexler, même s'il était moins bien, et ça peut arriver à l'accumulation de matchs comme ça, que le joueur qui a pas joué depuis un certain temps arrive d'un seul coup à enchaîner, il a un coup de moins bien, ça arrive. Maintenant Drexler, en jouant en 4-4-2 comme ça, du moins en 4-2-3-1, je le vois pas sur le côté gauche. Par contre, ce que je vois bien, c'est que Di Maria, dans la forme où il était là, le remettre à gauche, de mettre peut-être à droite un joueur comme Lucas qui peut fonctionner en doublette avec les côtés, avec Maxwell et Di Maria d'un côté, Lucas et Aurier ou Meunier de l'autre, et avoir un Drexler en soutien de Cavani, parce que je pense que lui, face au jeu, il est capable de faire la bonne passe, même si là il s'est trompé par moment, et avoir deux milieux défensifs autres que Thiago Motta et Blaise Matuidi, parce que dans l'animation c'est compliqué. Si c'est Motta et Verratti, c'est bien. Voilà, non mais Motta est suspendu de toute façon. Mais c'est vrai, Motta à l'arrivée, tu peux mettre un Rabiot à la place d'un Matuidi et mettre un Verratti. Alors tu vas me dire, l'équipe elle est très offensive, mais je pense qu'elle peut être maître du jeu avec des joueurs techniques comme ça. Verratti jouera et Matuidi jouera. Charles, je pense aussi. À ton tour. Ouais, donc alors je dois maintenir le 4-2-3-1, j'ai aimé, j'ai envie presque qu'on le garde, et je trouve qu'avec les recrutements qu'on a fait, c'est vrai que je suis vraiment d'accord avec Jérôme, et on l'a vu ce soir, c'est vrai que mettre Draxler à la place de Ben Arfa ce soir, on sent qu'il a pas la super bonne relation avec Cavani, il se marche un peu dessus entre le 10 et le 9, et c'est vrai que Draxler, je pense qu'il a une vision de jeu, notamment pour écarter sur que ce soit Lucas ou Di Maria, il a vraiment une belle vision de jeu, il fait rarement les mauvais choix, j'ai trouvé. Et ça, c'est vrai que c'est plutôt une bonne option. Moi, j'ai envie de voir autre chose. Donc, le 4-2-3-1, franchement, moi, je suis plutôt militant, quoi. Non, et puis en plus, pour finir là-dessus, mais le fait d'avoir un gaucher à gauche, tu me feras pas dire. Alors, c'est pas parce que moi j'y étais que voilà. Mais quand tu vois la qualité de centre de Di Maria, c'est important quand tu joues comme ça, avec ce système-là, et que t'as un Cavani en plus qui fait souvent les bons appels dans l'espace libre. Di Maria, il s'est régalé. Maxwell, les décalages, il peut, même s'il n'a pas été très juste dans ses centres. De l'autre côté, c'est pareil. Lucas, il a progressé là-dessus. Aurier, bon, ça reste à voir. C'est le gros point fort de Meunier quand même, cette qualité de contre-attaquant et de centre. Donc ça peut être intéressant avec des doublettes comme ça sur les côtés. Merci Charles. Rappel des résultats et ensuite on continue notre débat. Donc en Ligue 1, le PSG bat Lille 2-1. Bordeaux a battu Caen 4-0 un peu plus tôt. Monaco gagne à Montpellier 2-1. Je vous donne les résultats Ligue 2 parce que c'est important. Ici c'est très serré en Ligue 2. 3 a battu Strasbourg 4-0 ce soir. Je suis mortifié. Par ailleurs, Bourg-en-Bresse lance 0-0. Clermont-Brest 1 partout. Gazélec Reims 1 partout. Nîmes bat Niort 3-0. Orléans bat Laval 2-1. Auxerre gagne à Sochaux 1-0. Amiens gagne à Tours 3-0. Le trio de tête de la Ligue 2, vous l'avez vu sur SFR Sport. C'est super serré. C'est Brest, 3 et Reims. Ah bah là, il y a derrière Brest, il y a un paquet d'équipes en 6 points. Nous, il y a un seul truc qui nous intéresse, c'est savoir si ton équipe monte. Bah ouais, là, son équipe, elle s'est fait cartonner les fesses sur la mienne. Non mais son équipe ne veut qu'une seule chose. Son équipe ne veut qu'une chose. On vous a ouvert le barrage. Oui, avec votre retour chez le barrage. Moi j'aimerais bien, tu sais ce que j'aimerais bien voir comme barrage dans un barrage. J'aimerais bien qu'ils évitent, mais un Bastia-Strasbourg dans le barrage, bon, on va se mettre sur la gueule. Ah ouais. Pourquoi? Parce que Bastia-Strasbourg. 1-0 pour Bastia à l'aller, et puis au retour. Non, avec un retour à. Non, c'est le retour en Ligue 2. Ah oui. Le retour est à la Ligue 2. Oui, le retour est à la Ligue 2. Ah, c'est pas tirage au sort. Non, le retour. Ça, c'est un vrai avantage. Essayons de voir quel est le barrage qui serait le plus chaud. Je pense que l'équipe de Ligue 2 pour le barrage le plus chaud, ça peut être Strasbourg ou Lens. Ah bah oui, Strasbourg-Lens dans un barrage, Ligue 1, ça très peut valoir clairement quelque chose. Du moins, et pour la Ligue 1, dans le cul de la Ligue 1, Bastia, oui, je pense qu'il y aura le feu quand même sur un barrage. Je suis pas sûr parce que c'est un problème avec les dirigeants en ce moment. Public Canet, il est chaud. Du Caen, dans un barrage, ça peut aussi. Et Nantes, attention, il y a Nantes qui est pas loin. Mais bon, moi je les vois pas au barrage. Non, je les vois pas au barrage. Mais si bon, voilà. Il y a quoi comme autre quitte à ce qu'il y a un barrage Angers, Lorient, Metz, Strasbourg-Metz, le derby. Alors là, Strasbourg-Metz, j'y vais parce que la Lorraine est Grenat, et elle y restera. Allez, dans quelques instants, on est de retour. Il sort des champs de Metz.
C'est incroyable. Dans quelques instants, on est de retour pour continuer l'analyse de PSG. Lille, supporter lillois, on vous attend. Il y a Emeric notamment qui est déjà là au 32-16.